Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Il est 14h19, Vincent Gann, nous attendons des statistiques américaines. Ce mardi 24 novembre 2015 voit peu à peu aussi les tensions géopolitiques prendre le dessus, c'est ce que vous pouvez observer sur les contrats souverains et l'once d'or, à l'aspect refuge, surtout dans ces phases-là d'ailleurs. Euh, Ce qu'a fait la Turquie, on va pas le juger, hein, mais en tout cas cela provoque des réactions. Il y a une réunion de l'OTAN qui est prévue à 17h. On verra bien quelle partie adoptera l'Alliance Atlantique, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la Turquie appartient au traité Atlantique Nord, 28 pays alliés occidentaux, et on peut parfaitement envisager que l'Alliance Atlantique est un peu prise de court par la décision probablement unilatérale qu'après la Turquie d'abattre donc cet avion russe, ce qui crée donc de l'aversion au risque, parce que là forcément, je pense qu'un certain nombre de décisions sont encore en train d'être réfléchies tant par l'Alliance Atlantique que la Russie. Ce qui bénéficie aux actifs à l'aspect refuge, comme l'once d'or à court terme, ou le Bund, et ce qui met un peu entre parenthèses, je dirais, ce qui aurait pu être une séance sous l'angle de la macroéconomie américaine, avec le PIB US. Alors, avec cette tension géopolitique, les marchés actions s'enfoncent, forcément, puisque imaginons que la Russie réagisse mal, elle pourrait vouloir à nouveau entrer dans un contexte d'affrontement économique avec l'Europe ou les États-Unis, on s'en souvient, l'époque des tensions économiques étaient liées à l'Ukraine. Il y a un certain nombre d'incertitudes, et déjà à l'époque d'ailleurs sur ces tensions géopolitiques entre l'Occident et la Russie, c'était le DAX qui souffrait le plus, du fait que l'économie allemande est probablement l'économie de l'Union européenne la plus liée en termes d'échanges commerciaux avec l'économie russe. Dans tous les cas, le PIB américain, qui reste aujourd'hui malgré tout une donnée macroéconomique importante, est un peu mis au second plan avec ces tensions géopolitiques et un certain nombre d'annonces qui sont faites en fin de journée, entre 17h et 20h, tant de l'Alliance Atlantique que de la Russie. On va quand même malgré tout suivre les données économiques. À 14h30, il vous suffit d'aller donc sur le calendrier économique d'EliFX. Moi, je vais simplement vous montrer ici l'orientation de l'US dollar index de FXCM, et c'est ce qui va nous intéresser. Deux grandes statistiques, trois presque, sont attendues à 14h30. La première, c'est bien sûr la seconde estimation du produit intérieur brut des États-Unis au troisième trimestre. En première estimation, on avait 1,5. Le consensus se porte à 2,1 pour la seconde estimation. On prendra aussi connaissance de l'indice des prix PCE, l'indice de référence pour la Réserve fédérale des États-Unis pour jauger l'inflation aux États-Unis. Et il y aura aussi, et je pense que c'est à peu près tout, il y a à 15h un indice qui est important pour l'immobilier, en rappelant hier que sur le plan macroéconomique, les chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf ont déçu aux États-Unis, avec des ventes de logements existants pour le mois d'octobre qui se sont contractées beaucoup plus qu'anticipé. On ne peut pas dire que sur le plan macroéconomique, la semaine commence bien pour l'économie américaine, elle avait été très bonne la semaine dernière. Pour l'instant, ce n'est pas réellement le cas. Le dollar américain n'est pas réellement gêné par les tensions géopolitiques entre la Turquie et la Russie, mais de manière plus générale, en fait, du fait des alliances entre la Russie et l'OTAN. Mais on peut envisager, espérons-le, que les choses se détendent, sachant qu'il y a un ennemi commun quand même, qui est celui que nous connaissons tous. Ok, on va pas s'attarder davantage sur ces éléments-là, de toute façon, on manque encore d'informations, mais ce qui est certain, c'est qu'avant de parler du dollar américain, cela profite aux actifs à l'aspect refuge. Le premier d'entre eux, les contrats de taux, les contrats souverains, bénéficient de l'aversion au risque lié à ce facteur géopolitique, ce qui a permis au Bund de progresser du 10 octobre au 20 novembre, c'est avant tout la perspective de voir la BCE renforcer son QE. Et ce qui permet au contrat de taux allemand Bund de reprendre sa marche en avant, comme c'est le cas là maintenant, c'est le déplacement des capitaux des marchés actions vers, certes de manière marginale, c'est probablement davantage pour l'instant plus des mouvements spéculatifs de court terme que de la position de fond, à moins que les choses ne dégénèrent, mais ça nous ne le souhaitons pas. Dans tous les cas, sur le court terme, cela permet au Bund de reprendre sa marche en avant et probablement de revenir chercher cette ligne de tendance qui attrape le sommet du 20 avril et le sommet du 27 octobre et de revenir donc dans cette zone de prix, revenir tester les plus hauts. Cela profite aussi à l'once d'or qui progresse aujourd'hui en dépit, alors qui progresse là aussi un petit mouvement de court terme,
qui progresse en dépit d'un dollar américain qui depuis quelques heures est acheté de manière là aussi encore marginale avant les statistiques américaines. Dans tous les cas, voilà donc quelle est la deuxième conséquence. La première, c'est bien sûr le repli général des indices boursiers de la zone euro, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 qui cassent des supports et qui retrace de manière profonde l'avancée de la semaine dernière. Le DAX qui a cassé 11 044 points ce matin a donné un signal de vente. Le DAX avait donc comme objectif les différents ratios de Fibonacci de retracement de la hausse de la semaine dernière. Cette hausse de la semaine dernière qui est importante, hein, surtout sur les graphiques de long terme. Le marché a déjà retracé 38,2, il a cassé 10 908. Il est en train de casser 10 908 et on peut avoir le sentiment que maintenant il peut se replier vers 10 867, voire 10 830, qui est donc le premier assaut de retracement. Il ne faut pas se précipiter à l'achat sur les marchés actions. Il y a des tensions géopolitiques, il n'y a pas assez d'informations. Le yen, bien sûr, se renforce aussi. Le yen se renforce. Aujourd'hui, on a un peu le comment dire, j'allais dire le couple, mais la triptyque, yen, or, Bund, ce sont des actifs à l'aspect refuge qui, lorsqu'ils avancent de concert, ça peut être dû par exemple à ces tensions géopolitiques. Donc voilà, aujourd'hui, cela renforce le yen. L'USD yen continue de se replier, mais il n'est pas encore sur support, donc il est dans un range. L'idée c'était de revoir la partie basse du range. L'once d'or progresse et se reprend vers la première résistance. Moi honnêtement, ce que je vous invite, c'est que tous ces actifs en lien avec les tensions géopolitiques, il faut prendre un peu de recul et pas forcément se dire tel niveau technique va agir. Dans ces phases-là, il n'y a plus d'analyse technique qui compte. Hein. Ce sont des mouvements liés à l'information qui est diffusée relativement au développement donc, de cette tension géopolitique. Mon conseil, c'est d'attendre que ça se calme, hein, qu'on passe à autre chose, qu'on puisse reprendre les dynamiques de fond. Donc pour l'instant, bien, là le DAX, il va y avoir de l'incertitude toute l'après-midi. On va voir avec le PIB US, mais voilà, est-ce qu'il peut aller chercher les 10 828, ce serait le 50% de retracement. Le yen peut peut-être s'en renforcer encore. L'once d'or devrait pouvoir revenir chercher les 1084, la partie haute de son canal de baisse. Et encore, je donne des cibles techniques, mais que valent les niveaux techniques face à cet environnement? Alors, par contre, le dollar américain, lui, n'est pas trop concerné. Vu des États-Unis, l'Europe, on le sait, ça a toujours été considéré comme étant très loin. Et puis surtout, donc, les marchés se réveillent. Il est 8h20 sur la côte est des États-Unis. Bon, voilà, c'est pas voilà, c'est pas l'armée américaine qui a abattu l'avion russe, donc ils peuvent se sentir un peu loin de tout ça. Ce qui fait que pour le moment, le dollar américain, il n'y a pas trop de volatilité. Alors, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. On va prendre connaissance des chiffres américains à 14h30. On étudie l'impact sur le dollar US et les paires majeures. Ensuite, un œil à nouveau aux actifs refuges du fait des développements géopolitiques qui vont continuer de se développer tout au long d'après-midi. Et puis, bien sûr, les matières premières, les indices boursiers, le DAX. Moi, mon sentiment lorsque je regarde le DAX en H4, c'est qu'il peut aller chercher le ratio de 50% de retracement, mais moi je vous invite à surveiller le RSI H4. Surveillez le RSI H4 du DAX, le RSI H4 de l'Eurostoxx 50, du CAC. L'idée c'est quoi? Laissons l'indicateur revenir tout en bas. Le prix se stabiliser, le marché formait l'amorce d'un creux. Et on n'est pas encore dans cette situation-là. Ce qui pourrait être la situation de demain, par exemple. Avec, espérons-le dès ce soir, des gouvernements qui se rapprochent pour diminuer la tension. Dans tous les cas, la tendance, comme cela vous a été bien souligné ce matin dans le rendez-vous des scalpers par Sylvain, à la cassure des 11 044 points, et admettons tout de même que c'était un signal technique pour le coup de vente, elle est baissière. Elle est à l'heure du retracement de la phase haussière significative de la semaine dernière, sachant qu'en réalité les marchés actions, depuis le 6 novembre, sont dans des ranges en Europe. Après une avancée significative qui avait eu lieu, comme on l'a vu ce matin dans le morning meeting, entre le 29 septembre et la première semaine du mois de novembre. Donc, on va se concentrer nous sur le dollar américain. Qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Lui aussi, pas de volatilité excessive. Le marché d'échange, là pour l'instant, hormis le yen, et encore je trouve que c'est très marginal le mouvement sur le yen, qui se renforce un peu, du fait des tensions géopolitiques. Non, clairement l'impact il est avant tout sur les actions, l'once d'or pour un peu son aspect traditionnel refuge, même si on sait que c'est plus la réalité des choses, et les contrats de taux. Le FX,
est un peu mis entre, je dirais, un peu étanche à ces tensions pour l'instant sur le court terme. Donc, revenons à nos moutons. Les indicateurs macroéconomiques américains, sous vos yeux, l'US dollar index de FXCM, un peu au milieu de nulle part, les chiffres dans une minute, et l'impact sur le dollar US. Et on prend connaissance des chiffres et on reprend les vues de marché. Les chiffres vont tomber, moi je laisse ici l'US dollar index de FXCM. Et on va voir donc. Alors je vous rappelle que, bon aussi aux États-Unis c'est une semaine particulière, c'est Thanksgiving à partir de jeudi, c'est un jour férié. D'ailleurs jeudi, hein, il y a aussi la rencontre Vladimir Poutine, François Hollande, donc il y a des choses quand même qui peuvent faire diminuer la tension d'ici la fin de semaine. On est quand même à l'heure où on s'allie. Alors, je vais chercher ça. Et puis vendredi c'est le Black Friday, hein, demi-séance aux États-Unis, donc allez on prend connaissance des chiffres. 1,3, 2,1, bon, conforme aux attentes. Conforme aux attentes, 2,1 pour le taux de croissance économique. Donc la croissance économique américaine est révisée en hausse. Est révisée en hausse en seconde estimation. L'indice des prix PCE 1,3, c'est conforme aux attentes. On est, alors assez étonnamment, parfaitement en accord avec le consensus du marché. Au second trimestre, la croissance économique des États-Unis est donc révisée en hausse. Au troisième trimestre, en première estimation, elle était de 1,5%. Elle ressort maintenant à 2,1%. Il n'y a pas une réaction excessive, bon, légèrement baissière sur le dollar américain. Dans tous les cas, ça semble pénaliser à court terme le dollar américain. Je regarde un peu tout. Et pourtant, on a des statistiques qui dépassent le consensus, hein. Alors, bon, c'est prétexte peut-être à des prises de bénéfices. Dans tous les cas, que se passe-t-il maintenant sur le marché? Voilà, vous avez tous posté. Le monde est sauvé, j'adore les US. Ok, allez. Les statistiques US sont plutôt favorables. Moi j'ai envie de dire, bon, après on verra. Mais lorsque je prends l'US dollar index de FXCM, tant qu'on tient cette ligne de tendance, j'ai le sentiment qu'on peut repartir. Je me trompe peut-être, on verra ce que dit le marché. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on a toute cette hausse derrière nous. J'ai le sentiment que toutes les phases tendancielles qui sont développées mi-octobre, tout au long du mois de novembre, là, sont dans une phase de maturité à l'approche, vous le savez, des deux grands rendez-vous monétaires du mois de décembre. Et je pense que le marché attend surtout le rapport NFP, donc du vendredi 4 décembre aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Bon, dans tous les cas, le dollar US n'est pas extrêmement volatile et un peu dans sa dynamique là, si vous prenez les graphiques intraday, bon, il continue son petit bonhomme de chemin, il est toujours soutenu par cette ligne de tendance. Ok, mais rien de nouveau sous le soleil. Le taux de change euro-dollar, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est que ce marché commence à se stabiliser là aussi, hein. Après, combien on a fait? On a fait 1000 pips de baisse, c'est simple, hein. 1000 pips de baisse en 6 semaines. Bon, qu'est-ce qu'on fait après 1000 pips de baisse en 6 semaines? Ah, forcément, les tendances changent, le marché s'installe dans des ranges, les cassures de support ne provoquent plus d'accélération baissière. Dans tous les cas, au moment où je vous parle, le taux de change euro-dollar teste 7 oblique, toujours en dessous. Alors forcément, on peut avoir moins de conviction pour adopter une stratégie, sachant qu'il y a déjà eu un rejet et que ça commence à faire compression un peu en biseau, même s'il ne faut pas s'enfermer dans cette lecture, parce que c'est trop à contre-tendance, mais on voit bien que la dynamique ralentit. Bon, pas une volatilité excessive. Alors pourtant, Thanksgiving, ça n'a pas commencé, hein. Après, il est que 8h30 hein, sur la côte est des États-Unis, mais pour l'instant, l'euro-dollar reste sous cette résistance. Il est en dessous, rejette pas, mais il reste sous cette résistance. Globalement, bon, les chiffres sont de nature à soutenir le dollar US, hein, puisque quand même la croissance économique US est révisée en hausse. Mais bon, ça soutient le dollar américain, a priori, selon l'US dollar index de FXM qui monte. Alors, si on part du principe que ça soutient le dollar américain, c'est quoi les stratégies? Bon, le NZD USD, dis donc, il est sorti par le bas du wedge dont je vous parlais ce matin. Là, il y a peut-être quelque chose à faire là. Regardez en H1, il y a peut-être quelque chose de sympathique à faire. Toujours cette oblique de résistance. Alors ce matin dans le Good Morning Euro Dollar, lorsque je vous ai proposé un tour d'horizon technique des principaux taux de change du Forex,
j'ai éventuellement, enfin j'ai proposé cette lecture en wedge, probablement trop agressive. L'idée c'était que je conservais de toute façon, ma lecture de l'analyse technique m'invitait à conserver le biais baissier sous les 0,65-45 dollars. Bon, je pense toujours que le dollar américain peut prendre le dessus sur le dollar néo-zélandais à court terme. Le câble objectif atteint, cette fois-ci je peux donc le dire sur le câble, 1,50-90 dollars. C'est l'aboutissement du signal de vente qui a été donné à la cassure des 1,5240. Attention, je vous montre désormais dans quelle zone revient le câble, même si clairement il est sous pression. En réalité, le câble GBP USD en données hebdomadaires, c'est un range légèrement baissier. Voilà dans quoi évolue, qu'est-ce que vous voulez faire avec des chandeliers japonais qui ont cette forme là depuis le printemps 2015. Dans tous les cas, on constate que ça se pontifie à la baisse de plus en plus. J'aurais tendance à croire que le GBP USD pourrait carrément revenir tester les 1,50-20 dollars. Donc, même si le GBP USD a atteint cette cible, je pense qu'on peut carrément revenir chercher les plus bas du 6 novembre. Parce que de toute façon, il n'y a pas de divergence, c'est baissier. On est survendu, mais attention, le RSI, c'est pas parce que c'est survendu qu'il faut faire de la contre-tendance. Au contraire, c'est dans la zone de survente, de sur-représentation à la vente. Ça confirme la tendance baissière. Le dollar américain prend le dessus sur la livre sterling. Alors, au final, le dollar américain reste haussier. L'US dollar index de FXM tient sa ligne de tendance haussière. L'indice des prix PCE est conforme aux attentes. La croissance économique américaine au troisième trimestre, en seconde estimation, est révisée en hausse de 0,6 points par rapport à la première estimation. On a quand même une lecture là du PIB des États-Unis qui va, je pense, renforcer la probabilité implicite de voir la Réserve fédérale relever ses taux le mercredi 16 décembre. Donc, pour le moment, il n'y a aucune raison, ni sur le plan des fondamentaux, ni sur le plan de l'analyse technique, d'abandonner le cycle tendanciel haussier du dollar US, même si vous avez sous vos pieds en 6 semaines 1000 pips de hausse. Alors, qu'en est-il maintenant du taux de change USD Yen et USD CAD? Alors, taux de change USD CAD temporise, c'est plus à court terme un bon candidat pour les stratégies d'achat, d'une part parce que l'atteinte des sommets annuels mettait un terme au signal d'achat qui avait été donné le 21 octobre. D'autre part, le pétrole se renforce depuis hier les déclarations du gouvernement de l'Arabie Saoudite qui juge donc qu'il est nécessaire de stabiliser le prix du pétrole à 40 dollars, qui est prêt à négocier même avec les membres de l'OPEP qui n'étaient pas sur sa longueur d'onde, même avec les pays non membres de l'OPEP. Les tensions géopolitiques en plus peuvent à court terme renforcer. Donc, même si pour l'instant le pétrole ne casse pas de résistance, admettons qu'il s'est stabilisé dans un range dont il pourrait sortir par le haut, en dépit de la force du dollar américain. À court terme, les matières premières sont davantage liées à l'aversion au risque géopolitique, mettant un peu entre parenthèses le rôle du dollar américain. L'once d'or profite de l'aspect refuge, même de l'image un peu marginale qu'il a encore, en ce sens. Le pétrole teste sa résistance, je la shorterai pas pour autant, honnêtement. C'est pas le timing, je dirais que là c'est pas le timing psychologico-fondamental, hein, si vous me permettez l'expression. Avec les tensions géopolitiques, plus l'Arabie Saoudite, bon, on pourra peut-être même sortir par le haut. Mais je jouerai pas non plus scénario d'accélération. En fait, je jouerai rien du tout sur le pétrole. L'USD CAD peut dériver à plat jusqu'à revenir tester cette ligne de tendance haussière. Bon, écoutez, les enseignements, c'est le dollar américain qui reste haussier, mais qui n'explose pas non plus à la hausse. Je pense que l'once d'or sera bientôt revendu. Hein. Ça va, espérons-le, se calmer. Il va y avoir une forme d'accord. Hein. Cela va amener, il va y avoir une forme d'accord. Il va falloir que, je pense que l'Alliance Atlantique va quand même exiger de la Turquie qu'elle mette un peu de l'eau dans son vin. Puis espérons que les Russes sont restés calmes. A priori, ça semble être le cas pour l'instant. Mais moi, j'aurais tendance à considérer que les 1084, 1087 seront à nouveau vendus sur l'once d'or. Alors quelles peuvent être les conséquences pour l'euro-dollar? Le fait que l'euro-dollar se maintienne sous la résistance à 1,0665.
Ouais, c'est la résistance, elle est susceptible d'être shortée par le marché. En tout cas, pour gérer son risque, c'est une résistance dans le sens où si vous prenez l'euro-dollar, vous avez quand même depuis le 15 octobre cette ligne de tendance baissière. Et je rappelle tout de même que jeudi prochain, la Banque Centrale Européenne pourrait à la fois baisser ses taux, et pas un seul taux, elle pourrait au moins en baisser deux des trois. Et a priori, elle va, d'une manière encore inconnue, mais renforcer donc son programme de quantitative easing. Donc, bon, les statistiques américaines, pour l'instant, entretiennent les tendances. Je pense que le GBP-USD peut encore perdre une cinquantaine de pips de plus. La UD-USD en plein milieu d'un vaste triangle symétrique, voilà. Le NZD-USD, je pense, lui, pourrait revenir sur les 0,6490, mais même casser, et revenir sur les 0,6450. J'ai le sentiment qu'il est sorti par le bas d'un wedge qui servait de phase intermédiaire après cette jambe de baisse. Donc j'ai plutôt voilà, le sentiment qu'on pourrait avoir un mouvement proportionné. Et je vais prendre ici une expansion de Fibo. J'attrape cette jambe de baisse au point haut de la reprise en wedge. Voilà, j'ai le sentiment qu'on pourrait retomber en direction des 0,6466 à court terme. Et l'USD Yen. Alors aujourd'hui, de façon encore une fois marginale, le yen se renforce du fait de l'aversion au risque géopolitique. Attention, le taux de change USD-Yen approche d'une zone de support. C'est un range trading. L'avantage des trading range horizontaux, c'est qu'ils vous donnent deux niveaux de prix. Le support m'intéresse dans cette phase haussière forte en place depuis le 15 octobre. Au final, le range de l'USD-Yen se déploie dans quoi? Vous prenez toute la jambe de hausse depuis le 15 octobre. Dans quoi? Allez, même pas 25% de retracement. C'est solide de faire un range horizontal dans 25% de retracement. J'aurais toujours tendance à considérer que les 122,20 sont un bon support pour acheter l'USD Yen. 122,20, franchement, moi pour une stratégie d'achat sur l'USD Yen, ça m'intéresse. Et les indices boursiers européens, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50, laissez ce marché retracer, notamment le DAX, 50% de la hausse de la semaine dernière. Laissons l'Eurostoxx 50 tenter aussi d'établir un creux. D'ailleurs, l'Eurostoxx 50, il a retracé. Lui, il a déjà fait les 50%, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les RSI H4. Je veux que les indicateurs, façon de parler, que les indicateurs reviennent en bas, entament une stabilisation, commencent à diverger, et là, on réenvisagera un redémarrage. Donc, c'est trop tôt. Les questions, maintenant, chers auditeurs. Alors, elles sont ici. Je poste les commentaires, voilà, bonjour à tous. Donc je vous rappelle qu'on a aussi la conférence vendredi 27, c'est la conférence en ligne, vous avez le programme sur le site, on a quand même des invités qui sont pas mal. Voilà, hop, je poste les commentaires. Alors, commentaire de Sam, le marché a l'air d'avoir intégré les bonnes nouvelles, ça fait peur. Oui, c'est certain que le dollar US a quand même sacrément progressé, donc à un moment ou à un autre, les récents indicateurs macroéconomiques ont renforcé peu à peu les investisseurs acquièrent cette certitude de voir la Fed agir en décembre ou en janvier. Mais au fond d'eux reste toujours une forte part de doute. J'ai tenté ce matin de vous expliquer pourquoi. C'est essentiellement le temps, l'aspect temporel. La dernière fois que la Fed a relevé ses taux, c'était en 2006. Ça fait un paquet de temps. Et surtout, ça fait 7 ans qu'on est face à une politique de taux zéro parfaitement stable. Donc pour en sortir, au-delà des anticipations, je pense que c'est pas intégré dans les cours si cela se produit un jour. Alors deux questions intéressantes de Frétala et de Laurent. La première de Frétala, peut-on shorter l'euro-dollar? Je vous ai donné mon opinion qui était que ça commence sérieusement à ralentir la baisse, qu'on a perdu 1000 pips, ça commence à faire un peu biseau, mais c'en est pas un non plus. Moins de conviction pour attraper les premières résistances, mais pour le moment, il est vrai qu'on reste sous résistance. À la question que vous vous posez, peut-on se placer à la vente? La réponse que moi je tenterai de vous apporter, c'est y a-t-il un niveau technique qui permet de gérer votre risque? Si oui, eh bien, dans ces cas-là, pourquoi pas? Mais il est inacceptable de ne pas gérer son risque avec le stop là, parce que si on sort par le haut de ce range,
on peut remonter à 1,08 $. Est-ce que l'euro-dollar peut remonter à 1,08? Il le peut, tant techniquement que fondamentalement. C'est pas la mort. On a 1000 pips. À un moment ou à un autre, il ne faut pas oublier que les investisseurs gèrent des capitaux. Qu'on est en fin d'année, qu'il faut peut-être aussi commencer à proposer un bilan à ses clients de bonne facture. Et les positions latentes, quand on fait son bilan, on s'en fiche un peu. Hein. Donc, bon. Il y a des choses comme ça qui peuvent jouer. Même si je pense qu'avec la BCE, le rapport NFP du mois de décembre, l'euro-dollar ira à 1,0520. Sur le court terme, je mettrai honnêtement entre parenthèses les stratégies agressives de vente. Même si pour l'instant, c'est vrai qu'on reste sous résistance. Non, moi j'insiste sur la proximité bientôt d'un support sur l'USD Yen, mais c'est à 122,20. Ou éventuellement le NZD-USD, qui selon moi a encore un potentiel de baisse. Idem le câble, encore une cinquantaine de pips. Alors les marchés actions américains, écoutez, eux aussi subissent l'aversion au risque. Alors, il y avait aussi une question sur le WTI. Le WTI fait-il un rounding bottom? Le WTI fait un range, tout comme Lucas Oil, qui a en effet la forme chartiste, cher Laurent, d'un rounding bottom. Pour parler de cette figure-là, il faut dépasser les 45,50. C'est possible. Ceux qui veulent jouer, je dirais, cette figure en anticipation, stop, faut pas le mettre sous le rounding bottom, hein, mais là c'est sous 50%. Moi j'aurais tendance simplement à y voir un range. Si c'est un rounding bottom, en effet, le marché pourra remonter à 45 $. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Même hier, les déclarations du gouvernement saoudien ne l'ont pas permis de dépasser la résistance. Ça peut intervenir, et vous me posez cette question, donc moi je peux vous donner une interprétation qui est graphique et qui est que la figure, on en a en effet la construction, quoi. Alors on verra, cher Totov, c'est possible. Pourquoi pas. Pour les indices boursiers, vous pouvez mettre entre parenthèses à court terme les histoires de banque centrale, d'indicateurs macroéconomiques, etc. Aujourd'hui et pour les prochaines heures, ce sont les tensions géopolitiques entre la Russie et la Turquie et l'OTAN. Quant au plan technique, je souhaite que les indicateurs de momentum sur le H4, c'est pour le swing, se dégonflent sérieusement. Donc c'est en bonne voie. Hein. Mais le DAX, il est passé où mon DAX? Il est là. Ouais, 10 820, 10 830, c'est les 50% de retracement, on peut aller les chercher. C'est peut-être dans cette zone-là qu'on se stabilisera. L'euro-dollar, oui, donc il teste cette résistance. Hein. L'euro-dollar teste une résistance, en effet, il teste une résistance. Alors, visiteur, on me pose une question. Les chiffres US sont bons, pourquoi le CAC ne remonte pas? C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer aujourd'hui si vous regardez le schéma général du marché. Aujourd'hui, les agrégats économiques passent au second plan parce qu'il y a des tensions qui sont quand même importantes sur le plan géopolitique. Donc, il y a un impact sur le FX des données macroéconomiques. Par contre, le marché action est dans une phase de peur aujourd'hui liée aux développements qui sont incertains, ce qui fait que le PIB n'a aucun impact sur les indices boursiers. C'est comme si les indices boursiers, les investisseurs étaient aujourd'hui anesthésiés. On leur a fait une piqûre, ils sont anesthésiés par les tensions géopolitiques. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Donc je pense que là, le DAX pourrait se replier encore. 10 830. 10 830. Ah, ce serait le 50% de retracement, quoi. Ça ne me surprendrait pas. Voilà, écoutez, il est 14h50, je pense avoir fait le tour de toutes vos questions. Retenez donc que, même si c'est passé un peu au second plan, que les chiffres économiques américains aujourd'hui sont très bons. Enfin très bons, ils sont bons. Voilà. Allez, il y aura encore demain une séance importante sur le plan de la macroéconomie aux États-Unis avec les commandes de biens durables. Alors vous pouvez être surpris que demain l'agenda économique US soit aussi chargé, c'est normal. Lorsqu'il y a un jour férié aux États-Unis, les statistiques qui étaient initialement prévues sont avancées d'un jour. Donc toutes les statistiques qui généralement sont publiées le jeudi en base hebdomadaire
et même vendredi sont avancés à mercredi. Parce que jeudi c'est un jour férié aux États-Unis, c'est Thanksgiving, et d'ailleurs prenez connaissance des heures de trading réduites sur certains CFD, notamment les indices boursiers US, mais rassurez-vous, les CFD sur indices boursiers européens sont ouverts aux heures habituelles, jeudi et vendredi, sans parler du marché des changes qui, lui, n'a strictement aucune restriction. Voilà, merci à toutes et à tous. Prochaine émission à 16 heures. Aujourd'hui on est mardi à 16 heures. Vous allez avoir le tour d'horizon des marchés en Ishimoku par Patrick Riguet. Ce ne sera pas ici, c'est un enregistrement qu'on va tweeter, qui est peut-être déjà prêt. Voilà, ça arrivera d'ici 1 heure, le tour d'horizon en Ishimoku des marchés. Et puis ensuite, vous retrouvez donc à la closing bell de 17h30. Merci à toutes et à tous, et à plus tard.